particulier, oui. Marie-Roger, vu d'Afrique, il est connu également. Non, Berlusconi est très connu, bien sûr. Aimé, apprécié. Je sais pas, je crois que c'est le même genre de fascination que Sarkozy. C'est-à-dire, rien ne compte plus. Les casseroles ne comptent plus, les promesses non tenues. Mais c'est cette énergie. Je crois que les gens se disent, tant qu'il est là, ça va bouger, il y a du show, il y a quelque chose qui va se passer. C'est pas la même chose pour Romano Prodi, on le voit, on est déjà endormi, alors qu'il est peut-être plus sérieux. Je crois que la politique est un show, de plus en plus, et on l'a vu en France, hein, voilà, parce que même maintenant... Bon, et on le voit en Italie, parce que contrairement à ce que dit Alberto, c'est vrai, tu as raison de dire que c'est parce que... Contrairement ou c'est vrai? Non, je suis d'accord avec un petit bout, je suis d'accord avec un bout de ce qu'il a dit. Quand il dit que oui, la gauche a déçu, et que c'est pas tellement un homme, c'est la droite qui revient. Si, c'est un homme, je crois que Berlusconi inspire les Italiens. Ni la droite ni la gauche sont de pur esprit, en général, ça cadre. Non, mais c'est beaucoup Berlusconi, on a l'impression que, comme il est imprévisible, il peut aussi surprendre en bien. Je crois qu'il y a toujours cette plane. On le suivra si naturellement il est élu. Et en Chine, on s'intéresse à ces élections européennes où c'est assez régional. Bien sûr qu'on s'intéresse à l'Europe, au monde entier maintenant. Hein. Ouais. La Chine est ouverte, voyons. Vous pourrez le choisir comme administrateur du Tibet. Vous l'envoyez au Tibet comme administrateur et vous lui donnez le plein pouvoir au Tibet. Il va régler l'affaire. Berlusconi peut prétendre à tout, sauf à un homme d'État. Au Tibet, on a 5 chaînes de télévision. Un homme d'État, un chef d'entreprise qui réussit, et en même temps, un chef d'État, ça nous échappe. Bon, alors, dessin de dilemme pour scander ces élections. Vous connaîtrez les résultats dans les prochaines heures sur les antennes de TV5. Alors, on voit ici, on sait qu'il y a eu un problème avec la mozzarella, qui était suspectée de toxicité. Elle était retirée du marché quelque temps. Donc, les Italiens n'en peuvent plus. On voit ici l'Italie, cette dame qui demande, alors c'est à manger de la mozzarella pas forcément fraîche. Il dit non, c'est Berlusconi. Une façon pour lui, effectivement, d'expliquer cet embarras. Voilà pour ces... Vous me faites cadeau de ce dessin. Je vous l'offre bien volontiers, mon cher Alberto, il est à vous. Voilà, on va le faire passer. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver ces dessins sur le site de TV5, de même que d'autres dessins de dilemme au quotidien. On en arrive à notre rubrique « C'était il y a ». C'était il y a 60 ans en Colombie, l'assassinat d'un homme qui avait toute chance d'emporter les élections, un homme de centre-gauche, dirait-on. Il s'agit de George Gaëtan. Il était en campagne pour cette présidentielle et il a donc été assassiné. Aussitôt des émeutes, des milliers de morts, on parle même de centaines de milliers de morts dans les temps qui suivront. Organisation ensuite de groupes, de milices également, d'où sortiront quelques années plus tard, les FARC. Retour sur cet assassinat. Le 9 avril 1948, le candidat du Parti libéral à la présidentielle colombienne, Jorge Eliezer Gaitán, est abattu en plein jour devant ses bureaux de Bogota. L'assassinat déclenche une révolte populaire d'une extrême violence et fait vaciller le gouvernement conservateur. Ce que l'on appellera le Bogotazo fait 3000 morts et détruit le centre de la capitale. C'est le début de la violencia, la guerre civile colombienne. L'opposition violente et séculaire entre les deux partis traditionnels de la Colombie s'était ravivée 2 ans plus tôt. Les conservateurs avaient alors reconquis le pouvoir et s'efforçaient de revenir sur la modernisation de la société initiée par les libéraux. En invoquant une conspiration communiste, le gouvernement s'assure l'appui des États-Unis et réprime sans merci le soulèvement provoqué par l'assassinat de Gaitán. L'affrontement meurtrier entre conservateurs et libéraux va durer 10 ans et faire des centaines de milliers de victimes. En 1957, inquiets de la progression des guérillas paysannes qui ont créé de véritables petites républiques indépendantes à l'intérieur du pays, les élites des deux partis s'accordent pour gouverner par alternance afin d'écarter la gauche et les communistes du pouvoir. Exclus du champ politique, les revendications paysannes sont alors reprises par les guérillas sous influence communiste qui ont refusé de déposer les armes. Au début des années 60, ces combattants se regroupent pour former les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC.
Voilà, retour sur cet assassinat qui, entre autres conséquences, avec la violence culturellement installée sur ce continent, ont créé des guérillas paysannes avec cette évolution vers les FARC. On regarde 2 titres dans la presse de Colombie. La mort de Gaëtan, qui revient donc sur ce 60e anniversaire, et à Cuba également, un grand article autour de cet assassinat et des conséquences qui s'en sont suivies. Comment est-ce que l'on vit aujourd'hui, comment est-ce que dans la mémoire collective, en Amérique latine, on resitue ces émeutes et les centaines de milliers de morts qui en sont suivis? Il faut rappeler près de 2% de la population colombienne qui a été tuée à cette... 300 000 morts. En 5 ans des répressions. Et ensuite une tradition de violence qu'on retrouve dans la vie politique. Oui, si vous voulez, ça a déclenché en Colombie particulièrement une série de ce qu'on connaît depuis 60 ans, une sorte d'enchaînement de violences sans arrêt Mais par contre, cette violence-là, elle a un peu, au tout début, c'était pour la terre, la production qui était en jeu. C'est pour ça que les FARC qui ont fait son apparition pour défendre les paysans. Et maintenant, c'est une question aussi des terres, mais du territoire. Qu'il faut défendre des parcelles de territoire où les FARC et les paramilitaires, dans l'occurrence ouvrivistes, si vous voulez, gouvernementales, ils s'opposent entre elles. Donc cette violence-là, elle a été déclenchée aux années 50, et elle a eu des hauts débats, mais c'est à partir des années 80, selon l'historien et tout ça colombien, qui a vraiment fait surgir ce qu'on connaît maintenant. Alors un mot justement, on parle au point de départ de guérilla urbaine qui redistribue les terres aux paysans, alors qu'aujourd'hui quand on parle par exemple des FARC, on parle de terroristes, on parle d'une dérive extrêmement mafieuse, et le sort des otages actuellement est tout à fait terrible. Parce que justement c'est une sorte de violence qui a évolué, si vous voulez, pas pour le mal, pour les FARC, forcément, parce que son origine, c'était défendre les paysans. Et après, à vous des séquestrations, des chantages entre les paramilitaires, les gouvernements et tout ça, ils sont déclenchés. Maintenant, ils sont vraiment installés dans la faction terroriste. Alberto, sur ce... Le problème de l'origine, je ne suis pas un historien de l'Amérique latine et je fais confiance évidemment à ce que vous dites. Mais le problème de l'origine est une chose, le problème de la réalité actuelle est une autre. Aujourd'hui, je sais, et je crois savoir au moins, que la politique des FARC est celle de prendre des otages. Cette méthode de lutte est inconcevable, est extrêmement violente, et elle s'en prend aux plus faibles et aux personnes qui sont innocentes. Or, je crois, et j'espère que ce soit le discours un jour de Nicolas Sarkozy aux FARC, parce que le président français est spécialement sensible à ce dossier, si Ingrid Betancourt perdra sa vie suite à sa séquestration de la part dans le contexte d'un acte de pur terrorisme, parce que séquestrer Ingrid Betancourt, c'est du terrorisme, si elle perdra sa vie, les FARC doivent payer un prix de la part de toute la communauté internationale. Mais il ne faut pas oublier non plus, ça c'est un sujet qui ça me tient à cœur, c'est pour ça. Bon, et aussi Uribe, quand il a gagné les élections, il a gagné, c'est-à-dire que la violence s'est installée. Le président colombien, pardon, il s'est installé comme une forme de faire la politique. Il a gagné les élections justement pour faire la guerre aux FARC. Il ne faut pas oublier qu'il est absolument financé par les Américains dans les fameux plans Colombie. Moi, je n'oublie pas. Moi, je tiens à la vie d'Ingrid Betancourt. Et si les autres Betancourt meurt, les FARC doivent payer un prix. Je suis d'accord, mais il y a une conjoncture sociale qui fait que ce ne soit pas que les FARC qui sont responsables aussi de cet acte-là, si vous voulez. Hein? Oui, je pense qu'il faut aussi situer la Bokota-Zo dans le contexte de la guerre froide. C'est vraiment... on venait de créer la CIA aux États-Unis à ce moment-là. On était vraiment en pleine guerre froide. Et je dirais que chaque geste à cette époque-là prenait une résonance. C'était soit un gain soviétique, soit un gain américain de part et d'autre. Et donc, il y avait une espèce de... la vie politique, je dirais, d'une certaine façon, était littéralement... La vie politique interne de ces pays-là était figée littéralement et complètement manipulée par les conflits internationaux et extérieurs. C'est dans ce contexte-là aussi que les classes dirigeantes de l'époque sud-américaine ne prenaient pas en considération, n'entendaient même pas les revendications des paysans. Aujourd'hui, on n'est vraiment plus dans cette époque-là.